Et si la seule vraie chance de la RDC était numérique? Et si l'avenir des millions de jeunes dépendait non seulement d'un diplôme classique, mais de leur capacité à coder, à créer, à comprendre des algorithmes, à maîtriser la donnée? Le monde change avec une vitesse folle. Intelligence artificielle, cybersécurité, télétravail, monnaie numérique. Et pendant ces temps ici, en RDC, des milliers de jeunes sont encore sans emploi, sans compétences digitales, sans accès aux opportunités du 21e siècle. Alors la vraie question c'est, faut-il rattraper ce train? Et surtout, comment? Bonjour et bienvenue dans Bani Talks, votre programme où on parle de business, d'entrepreneuriat et d'investissement. Sans filtre et sans détour, avec un focus assumé sur la RDC et sur l'Afrique. Ici, on analyse, on décortique et surtout, on agit. Dans ce monde qui change à toute vitesse, une seule chose est certaine. Ceux qui ne s'adaptent pas resteront en arrière. Et pour cet épisode, j'ai voulu qu'on parle de ce que j'appelle la révolution du siècle, le numérique. Pas juste les réseaux sociaux ou les smartphones, mais un véritable moteur de transformation, un accélérateur d'opportunités, une langue nouvelle que notre jeunesse doit apprendre à maîtriser. Alors, sommes-nous prêts ou sommes-nous déjà en train de rater ce train? Pour en parler, j'ai invité Jean-Louis Mbaka, ingénieur, entrepreneur et cofondateur de KDA, qui forme une nouvelle génération de talents congolais au métier du numérique. Accrochez-vous, cette conversation pourrait bien changer votre vision du futur. Avant d'aller plus loin, Jean-Louis ne voit pas le digital comme un secteur parmi d'autres, mais comme un pilier du développement. Je pense que c'est une excellente question, très large, n'est-ce pas? Je pense que oui, c'est au-delà d'être un secteur, comme on dit, comme on l'a dit récemment, c'est vraiment un levier de transformation et de développement parce que, c'est un secteur en tant que canal, en tant que moyen, en tant que finalité, Mmh. qui permet de pouvoir accélérer, plusieurs choses, Mmh. qui touchent à plusieurs secteurs. Avec le digital, on peut toucher à l'éducation, aux finances, à la gouvernance, à l'économie, de façon générale Mmh. et en offrant, des nouveaux moyens pour pouvoir, interagir avec ces différents secteurs Mmh. et ces moyens-là peuvent permettre, peut-être de décupler, les impacts que l'on peut avoir, Mmh. face à ces secteurs. Mmh. Donc c'est vraiment un moyen, une finalité et vraiment une nouvelle façon de pouvoir faire des choses. Mais avons-nous une vraie économie digitale? Sommes-nous dans la course ou déjà à la traîne? Dans cette Mmh. définition même que tu viens de donner un peu tu parles déjà un peu d'une économie digitale. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'économie digitale en RDC? Je pense que oui, on peut en parler, même si, quand on la compare à ce qui se fait dans le monde Mmh. ou, quand on regarde un peu plus près en Afrique, c'est clair que, ce qui se fait chez nous est encore très, balbutiant, Mmh. naissant. Mais je pense que ces dernières années, on a fait, des progrès énormes dans, dans cette économie digitale. Mmh. Notamment, j'ai l'impression que quand je regarde un peu ces 10 dernières années, le gros push qu'il y a eu dans, l'économie digitale a commencé avec le covid. Mmh. Parce que, durant cette période-là, je pense qu'on a tous dû, s'adapter, Mmh. n'est-ce pas? Les gens qui avaient, l'habitude de travailler d'une certaine façon en face to face ont dû s'adapter et commencer à utiliser de la visio. Les entreprises qui avaient l'habitude de, par exemple, de livraison de nourriture, qui avaient l'habitude, de le faire d'une certaine façon Mmh. par téléphone, Mmh. ont commencé à pousser leurs services sur WhatsApp et Mmh. même finalement, beaucoup de restaurants n'avaient pas, si je prends l'exemple des restaurants, Mmh. n'avaient pas de, s'attendaient à ce que leurs clients viennent Ouais, au sein de leur, institution, exactement. donc emplacement physique, Mmh. pour pouvoir consommer leurs produits. Alors que maintenant, on voit que la majorité, des restaurants, par exemple, offrent des services de Service, livraison exactement. où on peut commander, à distance et on le Mmh. voit aussi avec, l'avancée, la naissance et l'avancée de services tels que
tels que Yango, tels que Exactement. Topuka, et aussi les différentes euh, politiques qui sont mises en place Mm. dans l'écosystème pour accompagner ces avancées-là. Mm. Oui, c'est naissant, encore en deçà de ce qui se fait C'est- ailleurs, Exactement. mais je pense que on peut quelque part être optimiste de Mm. la trajectoire des choses, en fait. Mm. On parle souvent du numérique comme d'un atout pour l'avenir. Mais à quel moment commence vraiment cet avenir? Est-ce qu'on doit attendre l'université pour apprendre à coder? Ou faut-il commencer déjà à le faire dès l'école primaire? Ou faut-il, comme on le fait pour la lecture et les mathématiques, introduire les bases du numérique dès l'école primaire? Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, ça Mhm. veut dire que à la fois vous vous rendez compte, moi, je suis vraiment bloqué à la partie où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, il y a du talent, mais qui n'est pas peut-être, Exactement, ouais, c'est ça. voilà, Qui n'est pas bien qui n'est pas accompagné. accompagné. C'est ça, ouais. Alors, selon toi, est-ce que tu penses qu'on devrait avoir l'informatique ou le digital ou le numérique, si tu veux, Mhm. de façon accélérée à partir de quel niveau scolaire? À l'école primaire, à l'école secondaire ou à l'université? Euh, je dirais à partir de le plus tôt possible, mais tout en prenant en considération euh, les conséquences que ça peut avoir sur l'apprentissage euh, euh, des jeunes ou d'un enfant. Mais bon, Mm. quand on regarde un peu, si on doit se baser sur ce qui se fait dans les autres pays, je pense que on part digital dès le primaire, Mm. en Bien tout cas sûr. dès qu'un être humain s'est un peu formé, disons, de façon cognitive. Je pense qu'il faut introduire très rapidement le digital parce que Mm. c'est un moyen d'apprentissage, d'accélération de l'apprentissage. Et quand on regarde ce qui s'est fait dans certains pays, c'est qu'on a introduit l'utilisation des tablettes très Très tôt tôt. dans l'éducation. Et donc, avec l'utilisation des tablettes, on a l'apprentissage adaptatif Mm. qui peut s'adapter à la performance de la personne ou de Mm. l'enfant, ce qui permet peut-être d'arriver à l'acquisition de savoir et de compétences peut-être un peu plus rapidement. Bah, c'est vrai qu'il y a une certaine nuance dans tout ça où Bien sûr. certains pays ont commencé à réduire un peu Ah oui. l'exposition au digital, mais je pense il faut le digital, mais de façon mesurée, bien sûr. Mais il faut qu'on ait le digital le plus tôt possible dans l'éducation, dans l'accompagnement des enfants. Mais quand on regarde ce qui se fait dans nos pays, dans notre pays plutôt, bien sûr, le fossé est en train de se creuser, quoi. Mm. Et ça, il faut réagir le plus rapidement possible, quoi. Mm. Mais quand tu parles du plus tôt, Mhm. quel niveau pour toi serait les plus tôt? Et ça serait, je sais pas, l'école maternelle et tout? Non, Ça serait l'école j'irai pas à primaire? l'école maternelle, je pense pas. J'irai Je peut-être sais qu'il y a déjà début primaire, l'école exactement. primaire, parce que je Oui, sais c'est qu'il y a ça. déjà des formations un peu des développements pour les enfants Exactement, à un oui, c'est certain ça. niveau. Exactement, ouais. Et donc, moi, je me dis, l'école primaire serait... Ouais, je dirais l'école primaire. Je dirais OK. l'école primaire parce Mm. que il faut, il faut éviter aussi avec le digital certains effets nocifs qu'il peut y avoir si ce n'est pas bien encadré. Il y a Mm. certaines études qui montrent, par exemple, un certain un ralentissement dans le développement du langage si on expose trop tôt les enfants aux téléphones portables, aux tablettes, Mm. mais à partir Mm. d'un certain moment, lorsque c'est bien encadré Bien sûr. dans un objectif bien spécifique, Mm. là, oui, je pense qu'il y a des effets qui sont multiplicateurs Mm. par rapport à la qualité de l'éducation, par rapport à la qualité de l'accompagnement que l'on peut donner à une personne. Mm. Donc, ça Mm. doit être encadré Exactement. pour que ce Pour que soit ce soit positif, oui, c'est ça. OK. Car dans un monde où les enfants naissent déjà avec une tablette entre les mains, n'est pas leur apprendre à la maîtriser, c'est les condamner à la subir. Le cœur du problème, c'est donc la formation. Et la vraie question que je lui ai posée, c'est à quel moment on devrait introduire le numérique à l'école? Pendant qu'on se débat encore avec les bases, le monde, lui, entre dans l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur. Elle est déjà en train de transformer le présent.
En Afrique, l'IA est perçue comme un levier majeur pour le développement économique et social. Selon une étude de PwC, l'IA pourrait ajouter 1500 milliards de dollars au PIB du continent d'ici 2030, représentant ainsi environ 6% du PIB africain. Cette transformation, elle est déjà en cours. En Afrique subsaharienne, 65% des entreprises utilisant l'IA ont constaté une amélioration de leur situation financière et 33% ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Le continent compte aujourd'hui plus de 2400 organisations travaillant sur l'innovation en matière de l'IA, dont 41% sont des startups opérant dans des secteurs clés tels que la santé, l'agriculture, l'éducation et les services financiers. Cependant, cette révolution technologique soulève également des défis. Selon le Fonds monétaire international, l'IA pourrait impacter jusqu'à 40% des emplois dans le monde, avec des effets variables selon les régions et les niveaux de qualification. Pour que l'Afrique tire pleinement parti des opportunités offertes par l'IA, il est essentiel d'investir dans la formation et le développement des compétences numériques, mettre en place des politiques publiques favorables à l'innovation, encourager la collaboration entre les secteurs publics et privés. L'IA représente une chance unique pour le continent africain de relever ces défis et de construire un avenir plus prospère. Et j'ai voulu savoir, faut-il s'en inquiéter ou s'y préparer? Selon toi, quels sont les risques? Après, quand on parle de risques, ça serait aussi bien toujours des pas d'opportunités parce que Absolument, ouais. c'est deux réalités qui vont toujours ensemble. Absolument. Alors, selon toi, quels sont les risques et les opportunités que cette IA représente dans notre société d'aujourd'hui? Et quand je parle de ça, je veux que tu m'en parles en même temps en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de gouvernance. Très bien. Alors déjà, l'IA, c'est quoi d'abord? L'idée de l'IA, c'est en gros, si je peux définir ça, c'est des mécanismes que l'on a mis en place pour que les machines puissent imiter l'intelligence de l'être humain, c'est-à-dire la perception, la résolution des problèmes, la créativité, la perception sensorielle, n'est-ce pas? Et on voit avec les IA génératives que on a là maintenant aussi la possibilité de pouvoir générer du texte, des images, des vidéos, comme le ferait un être humain. Plus même d'ailleurs. Plus même, exactement. Ouais. Et donc là, quand on a ce tableau, on peut voir des opportunités. Les opportunités, ça veut dire qu'on peut faire plus avec ce que l'on a. Donc on peut être beaucoup plus productif dans son travail, on peut mieux accompagner les gens dans leur éducation. Donc il y a certaines parties des métiers qui existent qui peuvent être améliorés, dont la productivité peut être augmentée et même finalement décuplée. Donc là, en fait, on a un élément très positif au fait des IA, et particulièrement des IA génératives. Parce que si, dans leur nature, ces IA permettent quelque part de réduire, en tout cas de donner aux IA la partie du travail qui est souvent une partie qui est répétitive, presque mécanique. Et finalement, l'être humain peut faire des choses qui sont beaucoup plus satisfaisantes pour elle, c'est-à-dire des travaux un peu plus créatifs. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'on voit avec l'IA génératif que ça pousse un peu aussi dans la créativité qui, bien à sûr. l'époque, on la voyait juste pour l'être Exactement. humain. On la voit maintenant pour... on voit que la machine arrive à le faire. Mais moi, je le vois comme une capacité de pouvoir décupler, en fait, décupler la productivité, la possibilité que quand je reçois un problème ou que je dois résoudre un problème, je peux le faire de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus qualitative, je peux être beaucoup plus productif avec cela. Donc, cette capacité que l'IA a de pouvoir remplacer ou en tout cas améliorer une partie de certains métiers, on va voir aussi que finalement,
que ça va peut-être aussi remplacer certains métiers. Voilà, ça, c'est la réalité qu'on Que aime ça pas va entendre. remplacer certains métiers. Mm. Mais je n'aime pas me concentrer sur cela parce que j'ai l'impression que quand on regarde l'histoire, les différentes révolutions industrielles que l'on a eues, on a dit que quand on a eu la machine à vapeur, la locomotive, on voyait les Ouais, chevaux ont été remplacés et que finalement le métier de cocher ouais, allez disparaître. allait disparaître. Mais le cocher a été remplacé par le chauffeur qui est Ouais, devenu exactement. conducteur de locomotive Mm. et ainsi de suite. Donc j'ai Ouais. l'impression que oui, chaque disparition de métier En- donne naissance à la création de Des nouveaux nouveaux métiers. métiers. Mm. Quand ce métier-là est totalement remplacé et quand un métier n'est pas totalement remplacé, il y a une augmentation de productivité Mm. qui se fait. Et donc là, sur ça, moi, je reste Très très optimiste. positif, très enthousiaste par rapport à tout ça. Mais ça veut dire aussi que qu'il y aura beaucoup de qu'il y a ou qu'il y aura il y aura beaucoup de changements. Oui, Et donc il ça, c'est faudra sûr. s'adapter. Il faudra que l'on puisse s'adapter pour faire face à tous ces changements-là, pour qu'on ne puisse pas rester Mm. en arrière. Donc Exactement. là, c'est de pouvoir adapter notre système d'éducation, adapter notre façon de travailler, Mm. euh, adapter nos politiques publiques pour pouvoir anticiper les disruptions qui vont se faire, Mm. qui sont déjà Mm. en marche, en Mm. fait. Et moi, j'aime bien une phrase sur laquelle je suis tombé Mm. il y a quelques années, c'est pour la majorité des métiers, Mm. l'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer, mais une personne qui utilise L'intelligence l'intelligence artificielle va artificielle vous remplacer. va vous remplacer. Et donc, il faudrait que tout le monde puisse utiliser cet outil-là. C'est comme si Mm. aujourd'hui, je décidais de travailler sans électricité. Ça n'a pas de sens. Bien Ou que je sûr. décidais de travailler sans ordinateur. La personne qui a un ordinateur Il va faire le travail. va faire plus que moi. Exactement. La personne qui a l'électricité dans son environnement de travail va faire plus que moi. Mm. Je pense qu'il faudrait que l'on puisse voir l'intelligence artificielle comme l'électricité de ce siècle, en fait. C'est ça. Exactement. Absolument. Mais que fait l'État? Depuis 2022, la RDC s'est dotée d'une loi sur le numérique. Un texte ambitieux. Mais sur le terrain, tout reste à faire. Quand je vois tout ça, ça m'amène quand même à un sujet que moi je trouve encore très intéressant. C'est la loi du numérique. Récemment, la loi du numérique a été adoptée, ou comment je dirais, elle a été adoptée. C'était en 2022, si je ne me trompe pas. Je pense bien. Quelque chose comme ça. Mhm. Est-ce que tu penses que ce cadre, est-ce qu'il te paraît suffisant pour préparer la RDC à une économie numérique? Mhm. Je pense que le cadre, à travers cette loi, il est Je suffisant. pense que le code du numérique, tel qu'il a été adopté, je pense que ça doit être en 2023, il touche à plusieurs choses, à l'e-commerce, à la Mm. cybersécurité, Mm. notamment via la création d'une agence qui a dans son portefeuille la cybersécurité, la signature électronique et ainsi de suite. Bon, Mm. je ne suis pas très familier avec le contenu exact, Mm. mais j'ai l'impression que c'est un code qui a quelque part défini de bonnes bases, en fait, sur lesquelles on peut construire, en fait, disons, un environnement légal et juridique Mm. structuré par rapport au numérique. Donc c'est une avancée j'ai l'impression que c'est une avancée dans la bonne direction. Euh, mais maintenant, avec les changements qu'il y a suite à l'intelligence artificielle, Mm. est-ce que ce code-là euh, a pensé à cela? À cet Mais aspect-là. maintenant aussi, on en revient à la question de savoir est-ce qu'il faudrait que réellement que nos lois puissent encadrer ces secteurs-là, en Mm. fait. Parce qu'on peut aussi arriver à la question de savoir, on peut se poser la question de se dire,
est-ce que finalement, lorsque l'on encadre trop tôt quelque chose, ça ne Ne les limite pas un limite peu. pas Ouais, ouais, finalement ouais, dans son expansion. l'innovation, l'expansion Je suis d'accord. de la chose, au Mm, fait. mm, Moi, je suis un partisan du fait de moins réguler le plus possible, le moins possible mm, plutôt, et de structurer le moins possible, mais plutôt de mettre en place des politiques qui vont accompagner l'essor mm, de ces différents sujets. Donc, mm, il ne suffit mm, pas juste de mettre des lois mm, qui vont quelque part cadrer les limites des choses, mm, mais il faut plutôt, j'ai l'impression, c'est plus intéressant de pouvoir pousser dans le sens de pouvoir développer ces sujets-là mm, via des incitations mm, fiscales, via des accompagnements, des institutions publiques, pouvoir développer ces secteurs-là. mm. Et je pense que c'est seulement quand on aura atteint une certaine masse critique que l'on pourra se dire oui, On va. on va réguler. Sinon, on va Exactement. tomber dans le cas de ce qui se fait en Europe un peu où j'ai l'impression, en tout cas certains analystes, hein, Ouais. c'est pas mon avis, Mm. bon, certains analystes disent que aujourd'hui l'Europe se retrouve tellement dépassée qu'elle préfère réguler, mettre des amendes Mm. aux différents GAFAM pour un peu réduire la Et vitesse redire- d'innovation de Exactement. ces GAFAM-là, quoi. Mais c'est ce qui part déjà. Et donc, Mm. c'est ça. Je pense que le code du numérique, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit un élément Mm. qui réduise l'innovation Mm. dans ce secteur-là. Mm. Mais aussi, au-delà, au-delà de ça, on a toujours aussi la problématique de l'application Bien sûr, de, des lois dans le pays. des lois, en fait. Et oui, Des le code du écritures. numérique apporte de bonnes innovations, mais finalement, est-ce qu'elles sont mises en place? Mm. Et aussi, la deuxième question, c'est est-ce qu'il faudrait attendre la mise en place de ces innovations-là pour avancer, Pour pour avancer. innover? Mm. C'est vrai qu'il y a certaines innovations qui sont très importantes. Par exemple, tout ce qui est identité en ligne, ainsi de suite, qui Mm. dépendent d'autres choses de façon beaucoup plus générale sur le Congo. Mm. Mais est-ce qu'on doit attendre que le politique vienne mettre en place un cadre pour que l'on puisse se lancer dans quelque chose? Moi, je Mm. suis de ceux qui pensent qu'il faudrait juste se lancer Ouais. et puis voir ce qui arrive, quoi. Mm. Investir dans le numérique, ce n'est pas uniquement former des jeunes ou installer la fibre. C'est aussi créer un climat économique propice, dans lequel les talents peuvent émerger, les startups respirer et les investisseurs s'y projeter. Dans plusieurs pays africains, des mesures concrètes ont été mises en place. Exonération fiscale pour les jeunes entreprises tech. Subventions pour les formations au digital. Création des zones technologiques avec une connectivité haut débit et un accompagnement spécialisé. Et même des fonds publics de soutien à l'innovation numérique. En RDC, les potentialités sont là. Mais encore faut-il que l'État passe de la parole à l'action. Le défi de construire une véritable économie numérique n'est pas unique à la RDC. D'autres pays africains ont compris que le digital n'est pas une option, mais une stratégie nationale à part entière. Prenons l'exemple du Sénégal. En 2016, le gouvernement sénégalais lançait une stratégie ambitieuse. Sénégal numérique 2025. Objectif ? Faire du numérique un moteur de croissance, d'emploi et de transformation de l'État. Pour y arriver, le Sénégal a misé sur plusieurs leviers très concrets. Un parc technologique de nouvelle génération à Diamniadio, avec zone fiscale allégée pour les entreprises d'innovation. La création d'un fonds public pour soutenir les startups numériques. Des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans le digital. Et surtout, une intégration progressive du numérique dans les programmes scolaires et la formation professionnelle. En quelques années, le Sénégal est devenu un des pôles numériques les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. Et cette vision ne restait pas sur papier. En quelques années, le Sénégal a enregistré des résultats concrets. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, les objectifs initiaux de la stratégie Sénégal numérique 2025 ont déjà été atteints
avant l'échéance. Plus de 140 000 emplois directs et indirects créés dans les secteurs. Une contribution du numérique à plus de 10% du PIB. Un taux de pénétration Internet de 60% de la population. Et des projets structurants comme le parc des technologies numériques de Diamniadio. L'intégration du numérique dans les écoles et centres de formation. La mise en place des fonds publics d'innovation technologique. Alors oui, des défis restent à relever, notamment pour connecter les zones rurales et marginalisées. Mais le cap est clair. Les investissements sont visibles et le numérique est devenu une priorité nationale assumée. Un exemple qui montre que lorsque la volonté politique est ferme, les résultats suivent. Et si la RDC s'en inspirait, et si nous avions, nous aussi, le courage de faire du digital une priorité nationale, claire, assumée, financée. Alors concrètement, quelles incitations notre gouvernement pourrait-il mettre en place pour faire éclore une vraie économie numérique locale? Là, je vois que tu parles plus de la gouvernance, peut-être aussi des infrastructures, parce que tu as parlé de data center. Qu'en est-il de la fiscalité ou des financements? Est-ce que c'est des choses aussi qu'on pourrait regarder ou c'est peut-être trop tôt? Je pense qu'il faut regarder ça, parce que quand on parle de fiscalité, moi, tout ce que je peux dire sur la fiscalité, c'est que par exemple, lorsque l'on veut inciter un secteur à se développer, on met en place comment est-ce qu'on appelle ça, des incitations fiscales Oui, où oui, on exactement. défiscalise un secteur Bien pour sûr. pouvoir le pousser. Et donc, est-ce que aujourd'hui l'action du gouvernement dans tout ce qui est numérique inclut cet aspect-là? Et si on y a pensé, est-ce qu'on a une application de cela? Ouais. Je ne pense pas. Et aussi les investissements. J'ai l'impression que on a chaque année un peu plus d'investissement, mais l'investisseur vient dans un pays, s'investit dans un secteur lorsqu'il y a une certaine stabilité aussi. C'est sûr. Et chose qui, malheureusement, avec ce qui se passe récemment dans notre pays, peut-être découragerait certaines personnes à vouloir euh, investir dans la RDC, alors que c'est un pays qui a une potentialité énorme. 100 millions d'habitants dans en RDC, ce n'est pas rien, quoi. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, mais les gens peuvent hésiter peut-être à investir en RDC à cause peut-être de l'instabilité Exactement. qui peut y avoir. Mais la RDC reste un pays qui intéresse beaucoup de personnes. Et ça, si je dois donner une anecdote, là, je suis sur un programme avec l'université de Stanford, Oui. qui a pour objectif de pouvoir accompagner les entrepreneurs à trouver de la croissance, au fait, dans leurs activités. Et donc là, nous sommes une cohorte de 100 personnes qui vont être accompagnées par cette université à faire ce que j'ai dit là, à trouver une croissance, à augmenter la croissance. Et à chaque fois que je parle de la RDC, mes collègues africains qui sont dans ce programme-là, ils sont hyper intéressés à venir en RDC. S'ils connaissent la taille du Congo, La démographie. lorsque on parle simplement de Kinshasa et de ses 20 millions d'habitants, ils disent, mais c'est incroyable, ça, c'est la population de mon pays. Ouais. Et donc, moi, je veux venir au Congo. Mais après, donc l'intérêt est là, mais quand on rentre un peu quand on essaie de rentrer dans la pratique, parfois il y a cette hésitation, en fait. Le numérique, c'est la promesse d'un avenir plus rapide, plus connecté, plus intelligent. Mais c'est aussi un terrain miné, où les opportunités avancent aussi vite que les menaces. À mesure que les données personnelles, les paiements en ligne, les plateformes numériques se généralisent, la cybersécurité devient une condition vitale. En RDC, comme dans beaucoup de pays africains, les bases de protection sont encore très faibles. Peu de systèmes encryptés dans les institutions, des plateformes vulnérables,
une population souvent peu sensibilisée aux risques numériques. Et résultat, le pays est exposé aux cyberattaques, à la fraude en ligne, au vol des données et même à la désinformation numérique. À l'échelle mondiale, les cyberattaques coûtent plus de 6 000 milliards de dollars par an. Et pourtant, en Afrique, seulement 9 pays disposent de véritables politiques nationales de cybersécurité opérationnelles. La RDC a inscrit ce volet dans sa loi sur les numériques, mais les cadres restent largement théoriques. Former des talents en cybersécurité, équiper les institutions, mettre en place une agence nationale dédiée et surtout intégrer la sécurité numérique dans toutes les formations digitales, voilà des urgences encore trop peu abordées. Parce qu'une nation qui se digitalise sans se protéger, c'est une nation qui court les yeux fermés dans une zone de guerre. Un sujet qui est souvent oublié, Mhm. la cybersécurité. Mhm. Est-ce que selon toi, la RDC est préparée au risque de la cybercriminalité? Écoute, de façon générale, je ne pense pas que non. Et ça, avec, Mm, et surtout, ça devient une urgence, au fait, avec le développement des IA génératives. mm. Aujourd'hui, avec les deepfakes, avec ChatGPT et ainsi de suite, on peut générer tout et attribuer tout à À n'importe n'importe qui. qui. Et Voilà. donc là, il est important, déjà à un niveau individuel, de pouvoir éduquer, former des gens à être safe en ligne, en fait, Mm, n'est-ce pas? Euh, à un niveau beaucoup plus global, je disais que le Code du numérique a mis en place la création d'une agence qui a la cybersécurité dans son portefeuille. mm, Mais là encore, je pense pas que cette agence-là a commencé à exercer en fait ses activités. mm, Donc, je pense qu'il faut que tout le monde, à chaque niveau, puisse se préparer et se former, et que l'État puisse comprendre en fait les enjeux de la de- mm. cybersécurité et de ce que ça peut avoir comme impact négatif sur notre environnement, Mm. quoi. Avant de terminer, je lui ai demandé 2 dernières questions. D'abord pour la jeunesse. Si tu devais donner un seul conseil à un jeune Congolais aujourd'hui qui hésite encore à se lancer dans le digital, tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je dirais que je dirais à ce jeune Congolais qu'il est capable, qu'il devrait juste se lancer, en fait. Il faut arrêter de trop réfléchir. Mm, Aujourd'hui, avec la démocratisation de l'Internet, nous avons vraiment à portée de main la connaissance qui est là, qui est accessible, qui est disponible. Il faut juste faire des recherches, et on a des éléments qui peuvent nous permettre d'être formés, de monter en compétences et sur ces sujets-là. Et je dirais aussi à cette personne-là de ne pas, de savoir qu'elle est totalement capable, que ce qu'elle peut faire n'a rien à envier à ce qui peut se faire un peu plus au nord. mm, Et là, moi, j'aime bien donner finalement l'exemple de ce que moi je vis au sein de KDA Academy et des KDA Software. mm, C'est qu'on a, de par nos formations, accompagné des jeunes qui ont appris le métier de développeur ou de spécialiste en marketing digital dans notre académie pendant 9 mois, et qui ensuite sont allés travailler pour d'abord des organisations locales ici, mm, mais qui, de par notre agence, ont eu à travailler sur des solutions pour des organismes qui sont basés en Belgique, en France, en Suisse, et qui arrivent à produire des logiciels ou des mm, campagnes digitales qui n'ont rien à envier à ce que ferait un jeune qui a évolué dans ces dans ce milieux-là, en pays. fait. Donc Mm, ici, en fait, déjà, il faut partir avec le postulat que l'on est capable, qu'il faut juste maintenant oser, et qu'il faut oser, il faut mm. y aller.
et on est tout à fait capable d'y arriver. Mais pour ça, il faut se former, quoi. Bien sûr. La première richesse du pays, c'est son capital humain. C'est cette jeunesse qui est dynamique, qui ne demande qu'à ce qu'on puisse lui donner les opportunités, les outils, qu'elle puisse se prendre en charge et Oui. qu'elle puisse développer le pays. Mm. Et pour ça, il faut s'armer. S'armer de quoi? Il faut s'armer de savoir, il faut s'armer de compétences. Exactement. Et c'est ça que je demanderais et c'est ça que je demanderais à n'importe quel jeune, et ça serait ça ma recommandation. S'armer de savoir, de compétences et oser. Et ensuite, pour les décideurs et les opérateurs économiques. Un opérateur économique qui Mhm. pense que investir massivement dans le numérique, c'est très tôt, qu'est-ce que tu lui dirais également? Je dis qu'il il faut oser, parce que le plus tôt on se lance dans un secteur, et le mieux c'est, parce qu'on arrive à s'ancrer Mm. dans cet environnement-là. Et donc, ce sont les pionniers d'un environnement, ceux qui ont eu à voir ce que les autres n'ont pas vu Mm. très tôt, Mm. qui ont finalement eu les premiers à bénéficier des retombées au fait d'un secteur. Donc Mm. là, je vois par exemple les investisseurs locaux qui doivent en fait se lancer. Mm. Il y a quelques années, lorsque l'on a lancé notre agence ou notre académie, le digital n'était que à ses débuts en RDC. Euh, Aujourd'hui, les choses ont avancé dans la bonne direction, mais les choses restent très... en termes de scale, ça reste très petit, mais les choses avancent. J'ai l'impression que il faut se positionner maintenant pour Ouais, être sûr de pouvoir récolter les effets positifs de ce secteur vu qu'il continue à accroître, en exactement. fait. Et pour nos dirigeants, c'est de pouvoir mettre en place des politiques, des stratégies qui regardent vraiment toute la société dans son ensemble, toute l'économie dans son ensemble, de pouvoir se projeter pas sur 5 ans, mais sur des générations, pour se dire que dans 20 ans, 30 ans, on pense que ça sera ça, et aujourd'hui, on commence à mettre en place les stratégies, les politiques, on commence à planter la graine qui va faire que dans 20 ans, dans 30 ans, le Congo aura peut-être réduit le gap qui L'écart. existe aujourd'hui lorsque l'on compare aux autres, on le compare aux autres pays, quoi. Merci d'avoir regardé cet épisode de Bani Talks. N'oubliez pas de partager, de commenter, de poser vos questions et de nous suivre sur toutes nos plateformes. Ici, on ose, on agit et surtout, on innove. À très bientôt.